Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de la Doc de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire consacrée aujourd'hui aux jeunes activistes dans les mouvements de climat. Nous allons nous intéresser au profil et au parcours de ces jeunes engagés. Qui sont-ils? Quels sont les ressorts de leur implication? Est-ce que l'éco-anxiété peut-elle répondre à elle seule à cette motivation? Peut-on observer encore une forme d'activisme propre à cette génération? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Lardeux, sociologue et chargé d'études et de recherche à l'INJEP. Il présentera les principaux résultats d'une enquête menée sur le terrain auprès de jeunes activistes des mouvements climat. Ces travaux ont déjà fait l'objet de publications disponibles en ligne sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. Il s'agit d'abord d'un rapport d'études intitulé « Les jeunes activistes dans les mouvements climat ». Voilà. Et puis d'une synthèse publiée dans la collection INJEP Analyse et synthèse, l'éco et anxiété vue par les jeunes activistes du mouvement climat. Vous pourrez aussi poser vos questions tout le long de cette séance en utilisant le système Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Les rendez-vous de la doc durent 1 heure. Ce sont un moment de partage et d'échange à l'issue duquel il y aura un temps de questions-réponses qui sera animé par Joachim Timothéo, chef de la mission études et recherche à l'INJEP. Il réunira donc vos questions et celles aussi de la salle, puisque nous avons aussi quelques participants, et les posera directement à Laurent Lardeux. Avant de lui laisser la place, je remercie la mission Valorisation et Diffusion qui a organisé cette séquence et en assure la diffusion. Je vous rappelle aussi que cette séance est enregistrée et qu'elle sera rapidement disponible en replay sur le site de l'INJEP. À signaler aussi une bibliographie réalisée par le service de la mission Documentation et centrée sur l'engagement des jeunes sur le climat. Les références citées dans cette bibliographie sont disponibles au centre de ressources de l'INJEP. Un dernier mot encore pour vous annoncer la prochaine date des rendez-vous de la doc qui aura lieu le 9 novembre prochain, qui est de 13h à 14h et qui aura pour thème le bénévolat sportif. Ce sera Yann Lecor qui sera là pour vous le présenter. J'invite maintenant avec plaisir Laurent Lardeux à prendre place. Bonne séance à tous. Merci beaucoup Isabelle. Alors donc, effectivement, comme l'a précisé Isabelle Fievet, donc je vais vous présenter les premiers résultats d'une enquête qui s'est déroulée donc entre 2021 et 2023 auprès des jeunes activistes du mouvement climat, donc un mouvement qui, malgré sa très grande diversité, désigne en fait habituellement l'ensemble des collectifs des jeunes engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique et qui se caractérisent alors par 3 choses différentes. D'abord par la jeunesse des jeunes activistes en fait engagés dans le mouvement. Donc rarement on a eu des jeunes aussi jeunes en quelque sorte qui s'engageaient dans ce type de mouvement, des jeunes adolescents parfois, des jeunes collégiens. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire des mouvements sociaux. Une jeunesse également très impliquée de différentes manières. Donc, ce qui caractérise le mouvement climat, c'est aussi la diversité des modes opératoires qui sont développés pour défendre leur cause. Donc, à la fois les marches pour le climat, les actions de sensibilisation, les actions de désobéissance civile. Donc, toute une palette finalement très large de modes opératoires. Et ensuite, ce qui caractérise aussi ce mouvement climat, c'est le mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement qu'on appelle très souvent horizontal, c'est-à-dire avec en tout cas sans structure hiérarchique, sans centre directeur. Donc ça, c'est vraiment aussi une des spécificités aussi de ce mouvement. Et donc un mouvement qui se déroule aussi dans un contexte particulier, celui d'abord de ce qu'on appelle un peu la recrudescence, en tout cas des actions engagées dans ce mouvement, la recrudescence des actions engagées à la fois dans des actions de sensibilisation et puis aussi dans des actions
un peu plus dures aussi, des actions notamment de désobéissance civile. Donc il y a ce durcissement aussi qui est assez spécifique à ce contexte, qu'on observe en tout cas depuis 2-3 ans, notamment après la période de la crise sanitaire qui a marqué un ralentissement un peu des marches pour le climat. Et puis à l'inverse, on a vu apparaître des actions de désobéissance civile, notamment des occupations de places, de sites industriels, de projets de méga-bassines notamment, pour tenter alors à la fois de sensibiliser bien sûr les citoyens aux enjeux du dérèglement climatique et puis aussi d'interpeller les décideurs sur ces enjeux. Alors, la conséquence de tout ça, en fait, déjà de ce contexte particulier, du durcissement des actions engagées et puis de leur multiplication, c'est que l'attention, en fait, c'est davantage portée sur l'action spectaculaire, sur le coup de force, sur l'action médiatique, donc sur tout ce qui se donne finalement instantanément à voir et entendre dans le cours des mobilisations, en insistant donc davantage sur la forme, donc tout ce qui relève du désordre, du trouble, etc., et beaucoup moins finalement sur le message. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que l'objectif, il est double. Il est déjà euh, de dépasser le coup de force, l'action médiatique, pour renouer un peu avec une analyse de ce qu'on appelle la routine militante, donc la structuration de ces collectifs, les négociations, les controverses internes, donc un peu de revenir un peu sur le temps long d'une action, c'est-à-dire tout ce qui précède l'action de désobéissance civile notamment, et ce qui vient après, donc réintroduire cette durée dans l'analyse finalement de ces mouvements, c'est quelque chose qui était assez essentiel dans cette enquête. Et puis après, l'autre objectif, c'était aussi de comprendre les liens, les relations aussi qu'ils entretiennent avec les institutions de la vie politique et démocratique. C'est-à-dire qu'une recherche sur les jeunes engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, quand on engage ce type de recherche, on ne peut pas ignorer toutes les analyses qui sont régulièrement reprises en fait sur la désaffection grandissante des jeunes vis-à-vis de la démocratie représentative, sur voilà, ce lien des jeunes qui serait alors soit en voie d'effritement, de déconsolidation, de fragilisation. Donc on a tout un pan de la littérature scientifique qui explique un peu cette situation de déconsolidation démocratique, ou ce qu'on appelle une déconsolidation démocratique. Et puis un autre pan aussi qui parle plutôt de reconstruction, qui parle plutôt de nouveaux régimes de citoyenneté, qui dévoile plutôt des transformations importantes dans les rapports que les nouvelles générations entretiennent avec la vie politique et démocratique. Et donc, ce que pourrait notamment donner à voir un peu l'engagement des jeunes activistes du climat. Voilà, alors pour répondre à tout ça, alors je vais aborder différents aspects. Je ne pourrais pas aborder l'ensemble des aspects qu'il y a dans le rapport, mais en tout cas quelques-uns. Et d'abord, l'élément essentiel, je pense que quand on présente des travaux, c'est déjà de présenter la méthodologie. Ce sera le premier point. Ensuite, je reviendrai sur un élément important de l'accès des jeunes activistes dans le mouvement climat. Donc plus particulièrement la question de la socialisation politique et les premiers pas dans le mouvement. Ensuite, j'aborderai la question de l'éco-anxiété vue par les activistes du mouvement climat. Donc, comment l'éco-anxiété peut aussi être un moteur parfois d'engagement aussi pour des jeunes qui déclarent subir un certain nombre d'angoisses par rapport au dérèglement climatique. Ensuite, je reviendrai aussi sur un élément important, une spécificité aussi de ce mouvement, c'est l'horizontalité. Donc, je l'ai abordé déjà tout à l'heure, mais je reviendrai plus précisément sur cette question-là de l'horizontalité, du mode d'organisation de ces collectifs. Et puis, une rapide conclusion alors sur la question des lignes de convergence ou de divergence qu'il peut y avoir, et puis surtout les tentatives qu'il peut y avoir aussi de définir un horizon commun de lutte pour ces jeunes activistes. Alors, donc, au niveau de la méthodologie, comme je vous le disais, donc c'est un travail d'enquête qui s'appuie sur la réalisation de 52 entretiens réalisés à partir d'entretiens donc semi-directifs et conforme de manière conforme aux rares enquêtes quantitatives qui existent quand même et qui nous permettent d'avoir un peu une photographie sur le profil de ces militants. On a essayé d'avoir un profil sociodémographique assez proche de ce qu'on observe habituellement, notamment en termes d'âge, donc majoritairement des 19-24 ans dans l'échantillon que nous avons construit, donc à 50% des 19-24 ans. Ensuite, des plus jeunes aussi, des 14-18 ans à 27%, et puis des plus âgés, dont l'âge se situe entre 25 et 34 ans à 33%. Alors, au niveau du sexe, donc principalement des femmes que des hommes, donc à 56%
des femmes. Donc ça aussi, c'est plutôt en phase aussi avec ce qu'on observe dans le mouvement climat, qui est d'abord porté par des jeunes activistes, des jeunes militantes, et notamment aussi au niveau des leaders. On verra que ça peut aussi avoir un aspect, en tout cas une influence importante, cette influence des leaders d'opinion, et qui sont notamment portés par des jeunes femmes. Ensuite, au niveau du territoire aussi, c'était également important d'avoir une représentation dans cet échantillon qui soit proche aussi de ce qu'on observe dans les jeunes activistes qui participent notamment aux marches, aux actions de désobéissance civile notamment. Et, euh, et donc, on a à la fois, surtout en tout cas, des jeunes activistes engagés dans des milieux urbains qui sont issus de milieux urbains, plutôt de centre-ville d'ailleurs. Euh, donc là, dans l'échantillon, on en a 78%. Ensuite, plutôt issus de banlieues, mais vraiment très minoritaires à 14%. Et puis, encore plus minoritaires, les jeunes activistes qui viennent de milieux ruraux, donc à 8%. Du point de vue également du niveau de diplôme, alors là, c'est toujours un peu délicat quand on travaille sur des jeunes de connaître leur niveau de diplôme dans la mesure où beaucoup sont encore en études. Et là, on en a 54% qui étaient encore en études au moment des entretiens. Mais malgré tout, pour ceux et celles qui avaient terminé leurs études, on en avait quand même 26% qui avaient un niveau doctorat, grandes écoles, master, et 20% qui avaient un niveau licence. Aucun qui avait un niveau bac ou inférieur au bac. Donc ça aussi, c'est un élément important qui est aussi en phase avec ce qu'on observe habituellement dans le mouvement climat. Et puis, du point de vue de l'origine sociale, on a aussi là 42% de fils et de filles de cadres, 20% de professions intermédiaires, 24% de fils ou de filles d'ouvriers et 14% de fils ou de filles d'employés. Donc là aussi, un échantillon qui compte une surreprésentation de jeunes fils et filles de cadres de professions intellectuelles supérieures, davantage de femmes, également, comme je l'ai déjà dit. Donc là aussi, un échantillon qu'on a essayé, encore une fois, d'avoir qui correspond à ce qu'on observe habituellement dans le mouvement climat. Du point de vue territorial, comme je l'ai dit, on a essayé là également, en tout cas on sait que le mouvement climat fonctionne de manière décentralisée, avec de nombreuses ramifications territoriales. Donc c'était important aussi d'avoir cette diversité des régions d'implantation des activistes. Alors quasiment on le voit, hein, l'ensemble des régions sont représentées, à l'exception de la Normandie. Alors j'explique pas pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas si on a des Normands qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ce serait bien aussi que les Normands soient représentés. Et puis après, voilà, on a surtout une surreprésentation principalement des régions où on a des villes importantes. Donc, bien sûr, Paris, la région lyonnaise, notamment, Bordeaux également, Nantes. On avait beaucoup d'activistes qui étaient issus de ces villes-là. Et puis, donc, des entretiens qui ont été accompagnés également d'observations lors de plusieurs actions aux marches organisées plus spécifiquement en région parisienne, notamment les différentes marches pour le climat organisées entre 2021 et 2023, l'occupation également du quartier Châtelet-Les Halles, l'occupation de Paris, boulevard Saint-Denis en 2022. Donc voilà, différentes actions également qui ont été des moments d'observation de ce mouvement, qui ont été également des moments de prise de contact avec les activistes aussi pour obtenir également leur confiance. Et s'agissant maintenant plutôt des collectifs qui ont été enquêtés, donc on a 12 collectifs et plus spécifiquement 3 collectifs sur lesquels on a plus d'activistes dans ces mouvements-là. Donc je pense notamment à Extinction Rébellion, qui est un mouvement écologiste qui a été fondé en octobre 2018 au Royaume-Uni, qui est présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde et qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente avec des actions qui vont cibler davantage les groupes financiers, les entreprises, les acteurs institutionnels, et un mouvement donc, qui compte près de 80 groupes locaux sur l'ensemble du territoire hexagonal. Un autre mouvement également avec de nombreux activistes membres de ce collectif-là, c'était Youth for Climate, qui est né en décembre 2018 à la suite de l'appel à la grève scolaire lancé par la militante suédoise Greta Thunberg. Donc là, on a un collectif aussi qui, après avoir d'abord débuté en organisant des marches hebdomadaires, le mouvement s'est ensuite progressivement orienté en 2019-2020 vers des actions plutôt de désobéissance civile.
Donc là aussi, c'est un mouvement qui compte de nombreux groupes locaux, près d'une centaine sur le territoire hexagonal, donc c'est conséquent. Et puis Alternatiba également, qui a été fondé en 2013 au Pays Basque, qui est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Alors non seulement sur le dérèglement climatique, mais également sur les questions liées à la justice sociale et démocratique. Là aussi, un groupe bien implanté au niveau local, avec 130 collectifs locaux qui visent, donc en recourant à des actions non violentes, à la désobéissance civile, à faire émerger un mouvement citoyen populaire. Et puis, on a aussi, parallèlement à Alternatiba, donc ANV COP21, qui est un peu la branche résistance du mouvement Alternatiba. Et donc, un certain nombre de jeunes activistes qui étaient membres également de ce collectif. Ensuite, alors, j'essaie de passer la diapo, mais je n'y arrive pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, si on en arrive maintenant à la deuxième partie, donc plutôt tout ce qui se rapporte à la socialisation politique et les premiers pas dans le mouvement. Donc, plusieurs enquêtes qui ont été entreprises ces dernières années, donc notamment Quantité Critique en 2019, qui visaient à dresser le profil des jeunes engagés dans le mouvement de lutte contre le dérèglement climatique, ont souligné déjà et il faut le rappeler, la forte homogénéité sociale, scolaire, culturelle. On l'a vu avec le profil des jeunes activistes qui ont été enquêtés. Donc non seulement la forte homogénéité sociale des activistes qui prennent part aux actions défendues par les collectifs, mais aussi de celles et ceux, de manière plus indirecte, qui se déclarent sensibles également à ce type de cause sans pour autant passer à l'action. On a une sursélection également de jeunes qui sont issus de milieux socio-économiques avantagés, voilà, cette sursélection qui interroge sur les mécanismes d'entrée dans ces mouvements, qui interroge sur les coûts symboliques éventuels, qui interroge sur le sentiment de compétence, le sentiment de légitimité également pour intervenir dans le champ de l'engagement pour le climat. Donc voilà, un certain nombre de questions que ça peut soulever, en tout cas sur l'inégale distribution aussi de ces dispositions. Et la question à laquelle on a essayé de répondre, c'était de savoir quels sont les facteurs, finalement, les éléments déclencheurs qui interviennent dans l'entrée des jeunes activistes dans le mouvement. Donc, il est possible un peu de résumer ces premiers pas dans le mouvement, ces différents éléments déclencheurs à l'aide d'un schéma alors qui va articuler deux niveaux, donc le niveau macro-social et le niveau micro-social. Alors, d'abord, concernant le niveau macro-social, qu'est-ce qu'on entend par le niveau macro-social? C'est des éléments qui sont plus extérieurs en quelque sorte à l'individu, qui dépassent son cercle intime, son cercle familial, et qui se rapportent notamment aux événements climatiques. Les événements climatiques qui sont considérés très souvent comme un élément déclencheur centraux, en tout cas par rapport aux catastrophes qui ont pu intervenir ces dernières années, par rapport aux situations de canicule, par rapport aux incendies, par rapport aux méga-feux. Tout ça peut inciter aussi les jeunes à franchir un peu le palier des collectifs. C'est-à-dire qu'à chaque événement climatique, en quelque sorte, notamment des canicules, on va avoir de nouveaux activistes qui vont arriver, qui vont faire leur entrée dans le mouvement, notamment pour surmonter certaines angoisses subies. Et ça, j'y reviendrai également tout à l'heure. On a comme autre élément déclencheur, on a également la publication des rapports scientifiques aussi, non seulement la publication de ces rapports scientifiques, notamment ceux du GIEC, mais aussi leur traduction dans la sphère médiatique, et puis l'écho médiatique qui peuvent être suscités aussi par ces rapports. Donc, je ne dis pas que les jeunes, en tout cas, lisent les rapports du GIEC, mais en tout cas, ils sont très largement repris, relayés dans l'espace médiatique, dans l'espace des réseaux sociaux notamment, et notamment par des influenceurs et des influenceuses. Donc ça, c'est aussi des éléments importants qui peuvent inciter les jeunes à rejoindre ces collectifs. On a également voilà, tout ce qui se rapporte aux actions de sensibilisation, aux actions de désobéissance civile, qui peuvent intervenir aussi dans l'incitation à rejoindre ces collectifs. Alors, si maintenant on parle plus du niveau microsocial, donc le niveau microsocial, comme je l'ai dit, ça se rapporte davantage à la trajectoire biographique de ces jeunes activistes, et plus particulièrement ce qui se rapporte à la socialisation politique intrafamiliale, c'est-à-dire la façon dont les parents peuvent aussi intervenir dans l'intérêt qui va être porté pour ce type de mouvement à travers trois logiques distinctes. On a une logique qu'on peut appeler d'identification un peu aux valeurs politiques, environnementales qui sont défendues par leurs parents, qui bien souvent, avec des jeunes qui vont être dans un réalignement un peu politique de valeurs, de normes, des parents qui vont leur transmettre des outils, des clés de lecture pour décrypter la vie politique, des parents qui sont parfois d'ailleurs eux-mêmes impliqués à différents degrés dans
dans le quotidien, dans leur quotidien, dans des gestes éco-responsables, qui sont déjà sensibilisés très souvent aussi à des problématiques environnementales et qui vont voilà, sensibiliser aussi les enfants, qui vont suivre un peu le chemin voilà, qui est employé dans la famille. Et puis, on a aussi une logique, à côté de ça, d'identification, on a la logique d'expérimentation, c'est-à-dire des jeunes qui vont plutôt agir en autonomie vis-à-vis de leurs parents. Et là c'est important parce que c'est très différent forcément de la logique d'identification. Là, on a plutôt des positionnements politiques qui peuvent se construire en dissymétrie avec celles défendues au sein de la famille. Donc, ce n'est pas parce que, en gros, les parents les informent politiquement que leurs enfants ensuite seront systématiquement en accord avec eux. Certains peuvent esquisser des orientations politiques différentes, voire dans certains cas, voilà, ça peut déboucher sur des sujets aussi conflictuels au sein des foyers, avec des valeurs et des positionnements qui peuvent prendre des chemins à l'exact opposé en fait de ceux prônés par leurs parents. Et puis on a aussi une logique d'inversion. Ça, c'est aussi des éléments que je trouvais assez intéressants dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on a des formes de socialisation politique inversée, c'est-à-dire des jeunes activistes qui peuvent se politiser en dehors de l'environnement familial et qui peuvent ensuite progressivement être amenés à jouer le rôle un peu de leader d'opinion auprès des parents parfois dépolitisés. Donc c'est un peu l'image voilà, d'une socialisation politique qui se ferait non pas de façon descendante de parents à enfants, mais plutôt d'enfants à parents finalement, c'est-à-dire des enfants qui vont essayer, comme ils disent, de conscientiser un peu leurs parents, qui vont essayer de les sensibiliser aux questions environnementales. Et donc, on va voir aussi des parents qui, pour garder le contact avec leurs enfants émancipés un peu politiquement, certains parents donc vont accepter un peu ce retournement progressif des rôles au sein de la famille en se résignant finalement à être placés au rang d'apprentis sur les questions écologiques face à des enfants qui sont eux-mêmes devenus par contre experts, qui sont devenus des lecteurs assidus des rapports scientifiques et des fins éclaireurs des évolutions climatiques. Donc ça aussi, ce sont des éléments qu'on a pu observer dans l'enquête. Alors la socialisation politique, elle ne se joue pas qu'au niveau familial, elle se joue aussi au niveau de l'école. Il ne faut pas négliger non plus voilà, ces expériences d'engagement qu'on peut avoir dans l'environnement scolaire, qui peut se jouer de deux façons différentes, soit en coopération un peu avec l'institution scolaire dans le cadre notamment de la démocratie scolaire, avec des jeunes activistes qui peuvent se saisir en quelque sorte de l'offre d'engagement proposée dans le cadre scolaire avec, par exemple, les éco-délégués, dont le rôle consiste, je le rappelle, pour les deux personnes désignées dans chaque classe de collège ou de lycée, à être non seulement les porte-parole un peu des enjeux du développement durable auprès des autres élèves, et qui peuvent être aussi amenés à initier des actions éco-responsables dans les établissements. Et puis une socialisation politique aussi dans l'environnement scolaire qui peut se faire de façon plutôt en opposition parfois, en tout cas en lien avec les poussées contestataires qui peuvent se dérouler également dans les établissements scolaires. Il ne faut pas oublier que les lycées sont notamment les lieux où s'expérimentent aussi des mobilisations collectives. On l'a vu aussi avec les grèves scolaires qui ont été organisées à la suite de l'appel de Greta Thunberg au cours de la rentrée 2018 et dont l'action, je rappelle, hein, les grèves scolaires, l'action impliquait pour les élèves de sortir des établissements et pour organiser des marches dans de nombreuses villes de France. Donc, ça a permis aussi à de nombreux jeunes de découvrir aussi le mouvement climat à cette occasion. Voilà, donc on a aussi voilà, les événements plutôt personnels qui peuvent intervenir dans les trajectoires biographiques. Et puis, alors, c'est important aussi de ne pas penser ces deux niveaux-là, le niveau macrosocial et le niveau microsocial de façon séparée, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, la socialisation politique va jouer un rôle important, tout comme les événements extérieurs, mais ces éléments-là ne vont pas suffire, en fait, à expliquer l'entrée dans le mouvement climat. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que certains jeunes qui ont pu évoluer dans un environnement très politisé ne vont pas nécessairement participer aux activités d'un collectif, au même titre que des jeunes qui ont parfois été tenus éloignés de toute socialisation politique peuvent également s'engager dans ce type de mouvement sans prédisposition préalable. Donc c'est important de voir aussi qu'on n'est pas dans des relations voilà, de cause à effet automatiques. On va voir notamment qu'il peut y avoir des passages, des prédispositions aux actes, de la familiarisation en quelque sorte à l'action, qui peuvent se faire notamment par ce qu'on a appelé dans cette enquête les facilitateurs. Donc ces facilitateurs-là, que sont notamment les réseaux sociaux, les personnalités scientifiques militantes,
les journalistes, les cercles aussi amicaux, peuvent jouer aussi un rôle central dans cette mise en cohérence entre ces deux niveaux. Ce sont eux parfois qui vont leur permettre de considérer que, comme on l'entend souvent, c'était le bon moment, que leur entrée dans un mouvement leur apparaisse à un moment donné de leur trajectoire comme quelque chose d'évident, de nécessaire. Donc, on va voir aussi ces facilitateurs ou un peu ces courroies de transmission qu'il peut y avoir et qui désignent plus spécifiquement, comme je le dis, donc, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, on va voir des jeunes activistes qui vont citer Instagram, bien sûr, Discord, TikTok, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Facebook parfois, Twitch, et qui sont utilisés dans des cadres alors à la fois informatifs. Ils vont utiliser ces réseaux sociaux de façon informative pour se documenter sur le climat, pour obtenir des éléments de connaissance sur le sujet. Donc, il dit souvent, j'y vais pour lire des rapports, j'y vais pour écouter des scientifiques, par exemple. Et ils peuvent l'utiliser non pas seulement de façon informative, mais également de façon plus militante. C'est-à-dire qu'ils vont participer à des réseaux de discussion, d'échanges sur le climat, sur des actions. Ils vont s'informer aussi sur les actions engagées par les collectifs du mouvement. Et voilà, souvent on les entend dire, je me tiens au courant notamment des prochaines actions sur les réseaux sociaux. Ça me permet de savoir également à quel moment il va y avoir une action et à quel moment je vais pouvoir y prendre part. Donc voilà, ça peut jouer un rôle important. Et puis bien sûr, il y a aussi les personnalités scientifiques, les personnalités médiatiques, les personnalités militantes qui peuvent jouer aussi ce rôle de transmission. Et parmi les personnalités mentionnées, alors bien sûr, on a Greta Thunberg, qui est bien entendu le nom qui revient le plus souvent dans ces mouvements. C'est-à-dire que son appel à la grève scolaire en 2018, et puis l'organisation des marches aussi qui ont suivi en France, comme dans de nombreux pays à travers le monde, pardon, ont été pour beaucoup ce qu'ils appellent un déclencheur, une prise de conscience, un moment fondateur. Donc, on a Greta Thunberg, on a aussi d'autres personnalités médiatiques en France. Je pense notamment bien sûr à Camille Etienne, à Salomé Saké, à Paloma Moritz ou Hugo Décrypte. Donc, autant d'activistes ou de militants ou de journalistes qui peuvent participer à permettre à ces jeunes de s'identifier aussi à des leaders qui leur ressemblent en termes d'âge, en termes de sexe également. On a plus souvent des filles, et donc ça explique aussi la raison pour laquelle on a beaucoup de jeunes activistes qui sont des jeunes femmes. Donc, c'est important pour elles et eux aussi de trouver des possibilités de s'identifier, de trouver en tout cas des militants qui incarnent un peu le symbole d'une génération qui souhaite aussi être davantage entendue dans le champ de la décision, mais qui auraient été trop longtemps tenus un peu à distance du pouvoir politique. Donc là, il y a une possibilité nouvelle à travers ces figures-là de s'identifier à des figures militantes qui leur ressemblent. Et donc, ce sont aussi des personnes qui contribuent à fournir des clés de lecture sur le dérèglement climatique et puis à faciliter l'appropriation des connaissances dans un domaine qui a longtemps été réservé à la sphère scientifique pour ensuite les transférer progressivement dans le domaine plutôt public. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on peut résumer un peu cette entrée ou ces entrées dans des parcours d'engagement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, parmi ces éléments déclencheurs, ce qui revient beaucoup, c'est la question de l'éco-anxiété, qui est un élément important aussi dans l'entrée dans ce mouvement. Parmi les ressorts d'engagement, on a cette question du sentiment d'angoisse face au réchauffement climatique, de la nécessité aussi à travers cette angoisse-là, de se rapprocher parfois des collectifs pour affronter ce qui est communément appelé l'éco-anxiété. Alors, qu'est-ce que l'éco-anxiété ? Je peux essayer d'apporter quelques éléments de définition, même si dans l'univers scientifique notamment, les choses sont parfois un peu clivées, mais pour revenir sur l'origine de ce terme, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1997, donc c'est pas nouveau, ces angoisses liées à l'environnement. En 97 par Véronique Lapège, qui est chercheuse en santé publique et qui a utilisé ce terme pour rappeler que il y avait des sentiments de préoccupation, d'inquiétude, d'angoisse qui pouvaient être ressentis par certains individus en raison des différentes menaces qui peuvent peser sur l'environnement. Alors qu'il s'agisse bien sûr du dérèglement climatique, mais aussi de la dégradation de la biodiversité, de la pollution ou encore de la déforestation. Donc c'est un terme aussi, il faut le souligner, c'est un terme qui est assez controversé dans le milieu médical. C'est-à-dire qu'il est impossible d'en trouver une mention dans les ouvrages médicaux de référence, tels que le manuel diagnostique et statistique de l'Association américaine de psychiatrie. L'éco-anxiété n'est pas un diagnostic, c'est régulièrement souligné, mais ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, ce n'est pas un syndrome et ce n'est pas reconnu comme une maladie, tout comme les rapporteurs également du GIEC ne mentionnent pas non plus ce terme dans les différents rapports publiés depuis la création du groupe.
Donc le caractère un peu flou, en tout cas, de ce terme, l'empêche pas de circuler dans l'univers médiatique où l'on observe une rapide diffusion à partir de, comme on peut le voir sur ce graphique, à partir de 2020. Donc si on prend la plateforme A Day qui recense l'ensemble des occurrences dans les titres de presse européennes, nationales et régionales, on voit qu'il y avait moins d'une centaine de mentions par an qui étaient comptabilisées entre 2007 pardon, et 2019. Et puis ensuite, sa diffusion a été exponentielle, 415 occurrences en 2020, puis 930 en 2021 et 2275 en 2022, ce qui est considérable. Et donc, il y a une diffusion rapide qui se fait de l'éco-anxiété au niveau médiatique. Maintenant, c'est important aussi de savoir comment les activistes eux-mêmes interprètent aussi ces sentiments d'angoisse qu'ils peuvent ressentir. Alors, généralement, on entend qu'il peut y avoir des causes qui se situent à un niveau plutôt conjoncturel, c'est-à-dire que les différentes situations d'enquête ont permis de prendre un peu la mesure des troubles et puis surtout de leur origine d'un point de vue conjoncturel, avec souvent, on l'a dit, les événements climatiques qui sont cités, les incendies, les canicules à répétition au cours des périodes estivales. Et puis, on a aussi ce qu'ils considèrent comme étant la faible prise en compte par le champ politique du dérèglement climatique. Donc ça aussi, c'est un élément aussi conjoncturel qu'ils considèrent comme étant important dans l'angoisse qu'ils déclarent ressentir. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi que l'enquête a été initiée pendant la campagne présidentielle et législative en France, et une période qui aurait, selon plusieurs activistes, accentué les craintes de voir la question climatique rester au second plan. Et pour certains activistes, la campagne électorale a été ressentie comme, je cite un extrait d'entretien d'un militant d'ANV COP21, un risque en tout cas, pardon, je répète, la campagne électorale a été ressentie comme, je cite, un décalage entre ce qu'on vit chaque jour, ce qu'on craint, les anxiétés qu'on subit, les angoisses de notre génération et ce que nous proposent la plupart des candidats, l'absence d'ambition. Tout ça rajoute clairement une angoisse supplémentaire à ce qu'on ressent. Donc, selon les termes d'un activiste de 24 ans d'ANV COP21. S'ajoute également parmi les raisons conjoncturelles la crise sanitaire qui a aussi eu des répercussions importantes sur la santé mentale des jeunes, avec un certain nombre de syndromes anxieux aussi qui ont pu être déclenchés au cours de la crise de Covid-19 et qui se sont prolongés longtemps après les pics épidémiques et les confinements, comme le montrent certaines enquêtes de l'INSERM notamment. Et on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'activistes qui ont été déjà fragilisés moralement par le Covid-19 et qui se retrouvent encore plus durement affectés ensuite par le contexte climatique. Et puis, on a des raisons également plus structurelles, qui portent sur des raisons voilà, qui s'inscrivent davantage sur du long terme, avec plusieurs activistes qui rappellent que les premières hypothèses du réchauffement climatique étaient déjà formulées au cours des années 80, et puis que les projections portent souvent aussi sur plusieurs siècles. Alors voilà, ce temps long vraiment dans lequel s'inscrit la question du dérèglement climatique les conduit à se projeter un peu dans des horizons futurs incertains, tout en étant encore eux-mêmes, du fait de leur jeune âge, dans des périodes de transition fragiles. C'est-à-dire ça correspond aussi pour ces jeunes à la fin des études secondaires ou aux premières années d'études dans des établissements d'enseignement supérieur. C'est aussi parfois leur entrée sur le marché du travail, c'est l'accès fragilisé à l'autonomie. Et donc, cette incertitude sur l'avenir de la planète s'ajoute parfois à des incertitudes personnelles liées aussi à leur cycle de vie spécifique. Donc, on a un peu une double incertitude en fait qui apparaît, qui peut être susceptible de créer des angoisses. Et puis, entre ces deux temporalités, entre le temps long et le temps court, entre les causes plutôt conjoncturelles et les causes plutôt structurelles, on a aussi des troubles anxieux qui trouvent parfois leur origine dans ce que certains expriment comme l'absence de cohérence ou encore le déphasage aussi parfois, entre le conjoncturel et le structurel, entre le temps court de la décision politique et puis le temps long du dérèglement climatique, avec parfois la difficulté ressentie de parvenir à joindre ces deux temporalités. Alors, on a une diversité d'approches au sein des collectifs. Donc, chez les activistes du mouvement climat, il y a différentes attitudes qui peuvent être abordées sur cette notion d'éco-anxiété. Donc, parfois, certains vont mettre en place ce qu'ils appellent une culture régénératrice, notamment à travers le mouvement Extinction Rébellion, avec la nécessité de mettre en place des groupes de soutien, des groupes d'entraide, des groupes de parole pour répondre à une demande croissante de la part des jeunes militants qui se déclarent affectés par ce type de troubles.
Donc, on a notamment Extinction Rebellion, voilà, cette culture du care, cette culture du soin qui s'est progressivement mise en place pour prévenir l'éco-anxiété ou pour apporter des éléments de réponse à celles ou à ceux qui se déclarent affectés. On a cette culture donc régénératrice, comme ils l'appellent, pour reprendre les termes d'Extinction Rebellion, qui peut prendre différentes formes. L'objectif central, c'est vraiment de créer des groupes de soutien, des groupes de parole au cours de l'activité militante. On a cette phrase, cet extrait d'entretien qui illustre bien ce qu'ils entendent par la culture du soin, la culture du care. Donc, je cite cet extrait d'entretien. La culture du care, on appelle ça la culture régénératrice, c'est le fait de prendre soin les uns des autres au sein du groupe militant. Si jamais il y a des traumatismes, on va en parler, on va organiser des événements pour décompresser. Pour certains, ce sera la méditation, pour d'autres, ce sera se bourrer la gueule, pour d'autres, ce sera jouer aux jeux de société, pour d'autres, ce sera aller se balader en montagne. Bon, bref, chacun a sa manière de décompresser. On va dire que ça fait partie de l'activité militante. Voilà, donc on voit bien que lorsque les activistes aussi évoquent ces troubles anxieux, le lien est rapidement fait aussi avec les bénéfices qui peuvent être apportés par les collectifs pour retrouver ce qu'ils appellent une safe place dans laquelle il devient possible, selon les propos rapportés par une activiste, de mettre des mots sur un mal ressenti par de nombreux militants qui rejoignent le mouvement. Alors ça, c'est la vision un peu que certains activistes peuvent avoir, qui cherchent à trouver un cadre rassurant finalement dans l'action collective. Et puis on a des visions parfois plus critiques qui peuvent apparaître. Certains vont notamment dénoncer un changement de paradigme de l'action militante. Ils vont voir finalement le risque un peu de dépolitisation, ce qu'ils appellent une dépolitisation des enjeux collectifs, c'est-à-dire le fait de retirer la dimension politique, la dimension collective du problème en adoptant une approche individuelle. C'est-à-dire qu'ils critiquent le fait de croire que voilà, l'éco-anxiété sera résolue uniquement par des médecins ou par des psychiatres et non par des décideurs ou des industriels. Et ça, c'est vraiment une dimension qui revient très souvent dans ces collectifs et parmi ces activistes. Et certains voient dans l'irruption finalement de l'éco-anxiété quelque chose qui aurait contribué à déplacer la question des effets du dérèglement climatique vers la sphère du privé, vers la sphère du soin psychologique et qui se trouvait avant énoncé uniquement dans l'irruption, en tout cas dans le langage social, dans le langage environnemental, dans le langage de la politique en tant que telle. Je pense qu'il y a un extrait d'entretien qui illustre bien un peu cette idée-là, et je reprends cet extrait. Donc, l'éco-anxiété a pris beaucoup de place. Du coup, l'aspect psy a pris aussi beaucoup de place au sein de Youth for Climate, avec le risque d'en oublier le cœur du mouvement, qui n'est pas de traiter individuellement chaque cas, même si c'est important, mais de nous battre collectivement contre l'origine du problème, de revenir aux fondamentaux. Donc, si on reprend cet extrait d'entretien d'Elia, 19 ans, donc du collectif Youth for Climate. Donc, on a cette volonté de retourner un peu le symptôme, de repolitiser l'éco-anxiété. C'est-à-dire que face à ces craintes, face à ces critiques régulièrement entendues dans le mouvement, les collectifs vont chercher un peu à repolitiser la notion ou à retourner le symptôme, c'est-à-dire de reconsidérer cette émotion négative individuelle à l'aune du collectif, c'est-à-dire d'en faire un moteur d'engagement. Et ce qu'on va voir, c'est que se définir un peu comme étant éco-anxieux implique aussi une reconnaissance un peu collective du mal-être individuel. Donc, il s'agit de faire des syndromes ou des symptômes éco-anxieux un objet de revendication politique en interpellant non pas l'univers médical, on l'a dit, pour apporter des traitements individuels au mal-être, mais en interpellant plutôt l'univers politique afin de remédier collectivement aux origines sociales et puis environnementales des angoisses. C'est là où on va voir que le traumatisme est appréhendé finalement comme une ressource à partir de laquelle les activistes peuvent faire valoir aussi de nouveaux droits. On va voir aussi que souvent, ils vont valoriser aussi l'éco-anxiété comme étant un moteur de leur engagement, un déclencheur, une colère stimulante, et qui est vu aussi par de nombreux activistes comme un moyen de définir une base commune de préoccupation. Et plusieurs vont souligner un peu les vertus du collectif pour transformer cette angoisse dont on parlait en ressources pour surmonter justement les difficultés individuelles rencontrées. Un dernier point, et je terminerai donc là-dessus, sur les modes de gouvernance, sur l'horizontalité dont on parle beaucoup dans ce mouvement. C'est-à-dire que si on revient sur les modes d'organisation de ces collectifs, pour beaucoup, ce qu'on entend très souvent dans ce mouvement ou ces mouvements climat, c'est que la transition environnementale est directement reliée à la question de la transition démocratique. C'est-à-dire que cette transition environnementale implique aussi d'autres façons de participer à la vie publique. Elle implique d'autres façons de faire connaître aussi leurs attentes, leurs préoccupations aux décideurs.
Mais surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre eux-mêmes, finalement, en acte, dans leur propre fonctionnement interne, dans leur organisation, dans leur structuration, dans leur modalité de participation, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils espèrent, dans un niveau plus général, notamment au niveau du fonctionnement de la démocratie et de la politique en France. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment eux-mêmes mettent en œuvre certaines aspirations démocratiques dans leur propre fonctionnement. Donc, plutôt que des structures verticales, hiérarchiques, bureaucratiques, des mouvements traditionnels, on va voir que ces collectifs engagés dans le mouvement climat vont adopter plutôt des modèles de gouvernance horizontaux, des modèles de gouvernance souples, dans lesquels chaque membre, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son statut, son âge, peut revendiquer un droit à la parole. Donc, c'est là où on va voir que ce modèle va différer très sensiblement des mouvements plus anciens, qui ont pu apparaître aussi parfois au départ de manière spontanée. Donc, on a aussi eu des mouvements qui ont pu apparaître dans les années 70-80 de manière spontanée, mais qui ont rapidement évolué ensuite vers des structurations plus hiérarchisées, en lien avec des syndicats, par exemple, en lien avec des partis politiques. Et là, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ils vont conserver une autonomie, ils vont se maintenir toujours à distance, en fait, avec la politique et les structures traditionnelles. Et ça, c'est un fait nouveau. Mais au-delà de cette tendance générale, on a malgré tout, et c'est important de le souligner aussi, différentes nuances, différentes applications qui restent observables sur le terrain pour organiser et pour ordonner le mouvement. Donc, il faut rappeler déjà que ces mouvements sont fortement décentralisés. Il y a énormément de ramifications au niveau local. Et il y a aussi une forte volonté de ne pas imposer une ligne directrice aux différents groupes locaux. Donc, la conséquence, c'est qu'il est impossible, tout simplement, de présenter des modèles de gouvernance qui seraient spécifiques à un type de collectif. Donc, il y a plutôt une diversité d'organisation propre à chaque groupe local. Malgré tout, on a quand même des tendances générales qui sont observables. Dans le mouvement, par exemple, Extinction Rebellion, il y a des formes qu'on appelle d'holacratie, qui peut se définir en fait comme tout simplement l'exact opposé de la hiérarchie, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans ce type de modèle, on va avoir chaque militant qui va être décisionnaire dans une structure qui va être organisée en réseau, qui permet de répartir les responsabilités entre chacun, à chaque membre du groupe. Donc, c'est une organisation qui vise à supprimer un peu les pouvoirs liés à une autorité de rang supérieur grâce à un système d'autorité qui va être redistribué avec différentes équipes auto-organisées. Donc, cette structure verticale qu'on pouvait avoir d'une pyramide hiérarchisée se trouve en fait progressivement nivelée pour redonner le pouvoir décisionnel à chaque membre du collectif. Et là, l'autorité, finalement, est répartie en différents sous-groupes selon un processus de décision collective. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma. Alors, bien sûr, il y a des avantages qui sont avancés par les activistes, c'est-à-dire que la plupart qui ont été interrogés au cours de l'enquête vont souligner les avantages en termes de réciprocité, de confiance entre acteurs du réseau. Ça va faciliter, selon eux, leur implication ensuite dans le collectif. Ça va leur permettre aussi de s'ajuster parfois à la souplesse de ces membres, avec la possibilité de sortir du mouvement, d'y revenir, de s'y maintenir, sans conséquence sur l'organisation. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que ces structures-là, ces collectifs, ne dépendent pas d'un seul individu, et c'est ce qui va faciliter la pérennité du mouvement, quand d'autres associations plus traditionnelles, par exemple, dépendent très souvent de l'assiduité de leurs militants. Là, c'est beaucoup moins le cas, finalement, puisqu'ils dépendent surtout d'une organisation et pas d'une direction, en quelque sorte. Alors, on a ces avantages-là, on a aussi parfois des limites qui sont avancées par certains activistes, c'est-à-dire qu'on a les risques parfois d'une double tyrannie, comme ça a été rappelé par un activiste. La tyrannie, ce qu'il appelait la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire une prise de décision qui ne passerait que par le vote majoritaire et qui esquiverait les positions plus alternatives. Et puis le risque de passer aussi vers une tyrannie qu'il appelait la tyrannie des minorités agissantes, c'est-à-dire le fait de dépendre de celles et ceux qui bénéficient d'une plus forte légitimité, d'une plus forte autorité du seul fait de leur plus forte présence dans le collectif. Et là, ce qu'on va voir, c'est que voilà, l'organisation horizontale reste parfois fragilisée par l'autorité naturelle revendiquée ou autoproclamée de certains membres du collectif qui sont souvent les plus disposés, du fait de leur origine sociale, du fait de leur diplôme, à assurer plus de responsabilités. Donc, l'horizontalité n'empêche pas, malgré tout, le sentiment de légitimité de s'affirmer aussi, et donc de voir des leaders s'affirmer dans ces mouvements. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que
et je vais essayer d'accélérer pour en arriver rapidement aux questions. Il y a des critiques aussi qui viennent parfois de l'extérieur, d'organismes ou de fondations qui peuvent les inciter à rendre parfois plus visible la structuration interne du mouvement. C'est-à-dire, il faut rappeler que l'accès aux subventions, aux ressources, notamment des fondations internationales, telles que la Fondation européenne pour le climat, est bien souvent conditionné à l'existence d'une structure stable, avec des leaders identifiés en mesure de répondre aux appels d'offres. Donc, on a plusieurs activistes qui affirment éprouver des difficultés à convaincre certaines fondations des avantages de ce type d'organisation, quand ces dernières réclament à l'inverse plus de visibilité sur la structuration du mouvement pour identifier des interlocuteurs réguliers, pour identifier des porte-paroles ou des leaders. Comme on peut le voir sur cet extrait d'entretien, mais je ne vais pas le lire parce que c'est trop long et surtout on en arrive au bout. Et justement, donc la conclusion maintenant. Très rapidement, donc, si on a une chose à retenir, notamment, c'est qu'il y a une diversité en fait qui existe dans ce mouvement qui est très hétérogène. On a des lignes de convergence, des lignes de divergence aussi qui sont trouvées parfois sur de nombreux sujets qui sont abordés dans le rapport, notamment sur la question des modes opératoires. On voit qu'il y a des clivages qui peuvent apparaître entre ceux qui défendent les actions de sensibilisation à destination des citoyens, d'autres qui vont défendre plutôt des actions plus dures de désobéissance civile à destination des décideurs pour les interpeller. On a des clivages qui peuvent apparaître également sur les relations à engager ou pas avec les institutions de la vie démocratique et politique. Est-ce qu'il faut conserver un espace autonome tout simplement, ou est-ce qu'il faut aller vers un rapprochement avec les institutions de la vie politique et démocratique? On a des clivages qui peuvent apparaître sur la question intergénérationnelle entre critique qu'on appelle les boomers et puis la nécessité, à l'inverse, d'entretenir un dialogue plutôt apaisé pour élargir les profils des militants, et puis bien sûr des clivages aussi qui peuvent apparaître sur la question des convergences des luttes et les liens à entretenir ou pas avec d'autres mouvements. Voilà, donc je n'ai pas pu tout dire, j'ai essayé d'en dire le maximum, même si j'ai un peu dépassé, et je m'en excuse. D'autres éléments que vous pourrez trouver dans ces deux publications, alors à la fois dans, bien sûr, le rapport Les jeunes activistes dans le mouvement climat, qui a été publié il y a 15 jours, et puis un aspect plus spécifique abordé sur la question de l'éco-anxiété dans le 4 pages, donc l'INJEP, analyse et synthèse, qui porte sur cette question, et malheureusement, et je le vois ici, je n'ai pas mis le bon 4 pages, donc ça c'est un autre sujet qui pourra peut-être vous intéresser, mais ce n'est pas celui-là, donc vous pourrez trouver en tout cas le 4 pages l'IAS sur l'éco-anxiété sur le site de l'INJEP. Merci beaucoup Laurent, merci pour cet exposé clair, concis et qui je pense, donnait à voir la richesse des résultats que l'on trouve dans le rapport que tu as produit et que tu viens de citer, et puis également dans le 4 pages, que ce soit celui sur l'éco-anxiété ou plus largement celui sur la démocratie que tu viens d'évoquer, qui n'est pas sans lien, somme toute, avec cette question qu'on vient d'évoquer. Beaucoup de questions en ligne, et merci à vous qui êtes nombreux et nombreuses à nous suivre à distance, mais également ici sur place dans la salle. Des questions qui tournent autour de deux thématiques pour démarrer. Une première thématique autour de la question des territoires et une seconde sur la question plus du numérique, pour faire vite. Avec une question de Gérard, que l'on reconnaîtra. Bonjour à Gérard, ancien collègue de l'INJEP qui nous suit à distance, et qui demande si tu as pu voir dans tes travaux un croisement entre les différents événements climatiques et les territoires. Par exemple, tu as cité tout à l'heure les incendies en Gironde et d'autres événements conjoncturels qui ont pu se produire ici ou là. Est-ce que dans ce que tu as pu voir dans tes travaux et dans l'enquête que tu as conduite, est-ce qu'il y a des effets sur un engagement plus important, une mobilisation plus importante de ces mouvements activistes à l'occasion de ces phénomènes? Et est-ce que finalement ça perdure? J'y rajouterai une question sur un peu corollaire sur tu as démarré ta présentation en indiquant que la spécificité de jeunes engagés dans ces mouvements au travers de l'enquête de la grosse enquête j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, peu importe, et puis les travaux du baromètre sur des jeunes plutôt diplômés, plutôt en milieu urbain. Donc, est-ce que… Quantité critique, voilà, merci beaucoup. Quantité critique. Donc, la question, c'est est-ce que
finalement, ce phénomène, il reste circonscrit à un territoire finalement très urbain, et quid du déploiement de cet engagement écoactiviste sur des territoires plus ruraux. Voilà pour les deux questions liées au territoire, puis il y en aura d'autres après sur l'aspect numérique, réseaux sociaux. Oui, alors merci Joachim d'avoir fait cette synthèse, parce que c'est vrai que ce sont deux questions qui se rejoignent, c'est l'effet de lieu, l'effet de contexte au niveau local, et dans quelle mesure cet effet-là peut intervenir après dans les trajectoires d'engagement, dans la sensibilisation qu'il peut y avoir des jeunes qui s'engagent. Ça rejoint un peu la question de l'événement, le rôle de l'événement dans ces trajectoires militantes. Alors bien sûr, l'événement, il peut se percevoir à un niveau national, à un niveau global. On sait qu'il y a aussi les méga-feux qui ont un retentissement médiatique en Australie, par exemple, et qui a été facteur aussi de troubles. Et puis parfois, à un niveau non pas global, mais à un niveau local, on peut aussi avoir dans certains territoires, donc comme ça a été dit en Gironde notamment, on le sait, les incendies qu'on pu traverser. C'est vrai qu'il y a eu des entretiens qui ont été réalisés avec des jeunes activistes du côté de Bordeaux notamment, qui ont évoqué cet aspect-là. Maintenant, malheureusement, ce sont des choses qui reviennent, cet aspect local et la nécessité d'engager des luttes aussi au niveau local. C'est-à-dire que parfois, certains considèrent que le combat, je dirais pas qu'ils considèrent que le combat est perdu au niveau un peu plus national, mais c'est vrai que ce jeu d'échelle, ils ont l'impression de pouvoir plus facilement intervenir à l'échelle locale parce que les acteurs en présence sont peut-être plus accessibles, parfois plus disponibles. Ils ont l'impression aussi de pouvoir faire des actions au niveau local plus fortes, qui sont relayées aussi par la presse locale. Donc il y a ces bras de fer parfois qui s'engagent au niveau local et qui sont très importantes à porter par ces activistes. Et donc c'est vrai qu'il y a ces effets de lieu sur lesquels je pense que ce sera important de travailler encore davantage, même si, comme on le voit dans le profil un peu de ces activistes, on voit qu'il y a peu d'activistes qui viennent de milieux ruraux, mais c'est quelque chose à interroger en tout cas. Alors, tu évoquais tout à l'heure, justement, tu as presque terminé là-dessus, sur cette forme, cette diversification pardon, des régimes d'action. C'est une nouvelle façon d'agir, de s'organiser. Tu l'illustrais avec la gouvernance un peu, qui évolue aussi dans ces mouvements écologiques, avec une forme aussi peut-être, en tout cas portée comme ça dans le débat public, de radicalisation de l'action, à grands traits, hein, je caricature un peu. Et aussi cette forme peut-être de défiance à l'égard des institutions, des élus. Comment ça se travaille, cette question-là? Puisque tu viens d'évoquer que justement, il y a ce sentiment d'agir localement, parce qu'en étant aussi plus près du terrain, des élus, des institutions. Alors, c'est cette question, en tout cas, du durcissement de l'action ou de l'action radicale, comme c'est employé parfois, même si je pense qu'il faut utiliser peut-être certaines pincettes sur cette notion de radicalité qui a été utilisée dans d'autres contextes dans l'histoire des mouvements sociaux, qui était pour évoquer notamment des personnes qui s'engageaient avec des actions violentes, parfois de sabotage, etc. On n'est pas dans ce registre-là. Je pense que c'est important de le souligner. On est plutôt dans des formes d'interpellation des décideurs. Et quand on est dans une interpellation des décideurs, ça veut dire aussi qu'ils en attendent encore beaucoup des institutions de la vie politique et démocratique actuelle. Ils en attendent encore beaucoup aussi des élus. Et toute la question est de savoir quel est le bon équilibre à trouver entre cette action d'interpellation qui va nécessairement passer, selon ces activistes, par des actions de désobéissance civile, et quelle est la part aussi des actions de sensibilisation à l'égard des citoyens, pour essayer d'élargir le spectre des personnes qui pourraient être intéressées à rejoindre le mouvement, mais qui finalement considèrent parfois, en tout cas, qu'il va y avoir peu d'effet du point de vue de la décision. Et tout le jeu, finalement, la stratégie adoptée, elle est de trouver vraiment cet équilibre-là, ce qui explique aussi les nombreux débats en interne, les longues négociations qu'il peut y avoir, et ce qui explique aussi la nécessité, encore une fois, d'aborder cette routine militante, une routine militante qui a considéré aussi, à travers ces espaces de négociation, ces systèmes d'opposition ou de convergence qu'il peut y avoir entre activistes, non seulement entre activistes au sein même d'un collectif, et puis entre collectifs entre eux aussi parfois. Donc c'est important de rappeler que ces lignes de convergence ou de divergence ne portent pas que sur l'individu aussi, mais parfois aussi sur les collectifs. D'accord. Et justement, il y a une question, Joséphine, sur cette relation entre jeunes engagés et institutions élues. Est-ce que de l'autre côté, du côté des institutions, des collectivités locales, territoriales, est-ce que face à cette nouvelle façon d'agir,
est-ce qu'il y a un intérêt marqué? Est-ce que tu as, dans ton enquête, tu as pu voir un intérêt soit ressenti par les mouvements eux-mêmes ou déclaré par les collectivités territoriales sur ce qui se passe de ce point de vue-là? Oui, alors on voit que les choses sont assez clivées dans le champ de la décision, notamment avec les collectivités. On voit qu'il y a des enjeux politiques, des logiques partisanes aussi qui peuvent intervenir dans l'intérêt qu'il peut y avoir à faire venir des collectifs ou des leaders, même si c'est pas le bon terme, des représentants de ces collectifs autour de la table. Et puis parfois d'autres partis politiques qui vont considérer qu'on ne peut pas faire intervenir des acteurs qui sont engagés sur des actions de désobéissance civile. On le voit aussi à travers parfois les subventions qui peuvent être apportées à ces collectifs. Donc, je ne dirais pas que c'est un terrain miné, mais en tout cas, c'est vrai que faire intervenir des représentants de collectifs qui interviennent avec des actions de désobéissance civile, ça clive le champ politique, ça clive le champ des subventions également. Et puis, du coup, voilà, on a quand même des personnes qui veulent les faire intervenir autour des tables rondes de discussion, plus que des négociations. On le voit aussi au niveau national. On voit que certains activistes ont évoqué le fait qu'ils avaient été invités à l'Assemblée nationale, même si la déception parfois a été rapide parce qu'il y a eu des votes qui étaient un peu à leur défaveur sur la question environnementale l'heure qui a suivi. Donc le sentiment parfois d'être davantage invités dans des enjeux politiques sur lesquels ils auront finalement peu la main sur la suite des discussions qui pourraient être engagées après. Donc, il y a toujours ce souhait de participer de la part des représentants politiques comme de la part des activistes, mais toujours sur la question de savoir à quoi bon parfois, dans la mesure où ce qu'on ressent et ce qu'on entend dans ces collectifs, c'est la faible prise en compte finalement parfois de leurs aspirations, de leurs préoccupations. Merci beaucoup. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions, il y en a encore en ligne. Moi, je veux bien, ouais, Francine. Tu as dit que 54% étaient encore en études, ce qui veut dire qu'il y en a 46% qui travaillent ou qui… Non, enfin, c'est une précision justement là-dessus. Et est-ce qu'ils se distinguent, ces jeunes qui sont passés dans une autre phase de leur parcours personnel et professionnel? Est-ce qu'ils ont les mêmes types de comportement, d'approche, etc. Voilà, je reformule pour ceux qui nous écoutent en ligne. Donc, une question sur le niveau de formation, le niveau de formation des jeunes. Tu as évoqué jeunes plutôt diplômés, mais sur une certaine quantité, à peu près un peu moins de la moitié, mais quid des autres qui ne sont pas diplômés, mais en formation, en formation. Donc, est-ce que ceux-là même qui ne sont pas en formation se comportent, ont des agissements, des ambitions, des engagements différents qui les distinguent de ceux qui ont les mêmes engagements, mais ils sont encore en études? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment des jeunes qui bifurquaient, c'est-à-dire qui sont rentrés dans des grandes écoles, par exemple, et puis ces grandes écoles les prédestinaient à travailler dans des secteurs, par exemple, industriels, qui étaient peu favorables à la question de la transition environnementale. Et donc ça, c'est une question qui est abordée aussi avec ces jeunes, entre ceux qui sont en études, qui n'ont peut-être pas encore bifurqué, mais qui sont aussi dans certaines aspirations professionnelles, de vouloir rejoindre aussi plutôt des activités professionnelles qui seraient plus favorables à la transition environnementale, et puis des jeunes qui ont quitté les études, qui sont parfois en emploi et qui parfois sont en recherche d'emploi, ce qui n'est pas la même chose non plus, et dont les enjeux sont encore différents, et qui sont déjà dans cette préoccupation de l'accès à l'emploi, et qui peuvent parfois redéfinir leur champ d'horizon professionnel, et puis parfois dont la préoccupation sera surtout de pouvoir travailler, en fait. Notamment des jeunes qui, encore une fois, ne sont pas tous dans des situations favorables, et parfois sont dans des jeunes qui sont dans des situations plutôt précaires. Et cette question de la précarité, ça rejoint la question de la justice sociale, et pour beaucoup, il y a des liens à faire, en fait, entre les injustices qu'ils déclarent ressentir du point de vue personnel et du point de vue de leur insertion professionnelle, et puis les enjeux du climat qui sont aussi à porter pour ces jeunes-là. Donc ça peut rejoindre cet aspect-là, mais je pense qu'il y a plein d'éléments de réponse qui pourraient être apportés. Mais… Peut-être un dernier jeu de questions sur la question du numérique que j'évoquais tout à l'heure au début de cette séquence, avec plusieurs questions sur
la part justement de l'activisme numérique, tu l'as évoqué comme un mode d'action tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des différenciations selon les... Est-ce que tu vois des différenciations ou pas, d'ailleurs, selon les collectifs regardés, selon le mode de gouvernance qui peut varier selon les collectifs également, voilà, et quel type de réseau social est plus valorisé qu'un autre, si distinction il y a, quoi. Alors, c'est compliqué de parler de l'ensemble de distinguer les collectifs entre eux, finalement, parce que ces collectifs, que ce soit Extinction Rebellion, Alternativa, Youth for Climate, toutes les déclinaisons locales, et chaque déclinaison locale et chaque groupe locaux vont avoir, en fait, toute une palette de moyens, en tout cas, qui sont utilisés pour faire participer ces activistes, notamment avec les outils numériques. Donc, certains vont utiliser notamment Discord, le serveur Discord qui permet d'organiser l'action, qui permet aussi de mettre en acte cette question de l'horizontalité, qui permet plus facilement aussi d'assurer la pérennité de ces collectifs, d'organiser les actions de désobéissance civile notamment, ou d'autres actions ou démarches. D'autres vont utiliser d'autres outils. Voilà, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on ne peut pas avoir une vision générale. Il n'y a pas de tendance générale qui existe. Il y a toute une palette d'outils qui peuvent être utilisés. L'enjeu essentiel étant quand même de faciliter la prise de parole, de faciliter l'action, de faciliter l'organisation, sans passer par des structures rigides, sans passer par des modes d'organisation stricts qui passeraient notamment par des réunions à telle heure, à tel lieu, quoi. Et je pense que les outils numériques, notamment, permettent et facilitent l'organisation d'action, ça c'est certain. Ouais. Et est-ce qu'en marge de cette question-là, merci pour ta réponse très, très complète et nuancée, est-ce qu'il y a par exemple une question de Marie-Lou à l'instant, est-ce que en marge de ce sujet-là, est-ce que les mouvements climat se posent justement la question de l'impact du numérique sur l'environnement, la question de la pollution numérique, etc. Est-ce qu'il y a une prise en compte de cela ou pas? Oui, et ce sont des choses qui reviennent, ce qui rejoint aussi toute la question des éco-gestes, oui. De façon plus générale. Donc, bien sûr, mettre son mail dans la corbeille, des choses comme ça. Mais je pense que beaucoup considèrent, et c'est encore une fois des tendances générales sur lesquelles je veux revenir, mais beaucoup considèrent que les éco-gestes ne sont pas suffisants, qu'il faut passer à un levier supérieur. Le levier supérieur, c'est de passer directement à l'incitation des décideurs politiques, des décideurs aussi au niveau économique, pour essayer d'insuffler de nouvelles dynamiques pour permettre de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, qui passe bien sûr par les éco-gestes, mais ces éco-gestes, et souvent les jeunes ont été pointés du doigt parce qu'ils seraient moins éco-responsables, parce que tout simplement, ils ont un mode de vie qui est très lié aussi à leur cycle de vie, un mode de vie et puis aussi, ça coûte cher, tout simplement, d'être parfois éco-responsable, de manger local, bio, etc. Ça a un coût. Et donc, effectivement, ça a parfois été utilisé aussi pour stigmatiser des nouvelles générations qui seraient peut-être moins vigilantes, mais c'est pas le bon terme, sur ces questions des éco-gestes. En tout cas, ce sont des choses qui sont bien sûr abordées, mais je pense ils essaient de passer, il y a un jeu d'échelle dessus, en tout cas un levier supérieur, qui est plutôt le champ de la décision, le champ des citoyens, le champ du débat public, et bien sûr les éco-gestes sont abordés, mais ne sont pas la source première de motivation. En tout cas. Très bien. Peut-être dernière question, parce que je vois que l'heure tourne, et nous sommes engagés à terminer à 12 heures, on a déjà un petit peu dépassé, mais c'est tellement passionnant qu'on va encore rester quelques minutes. Petite question de Nathalie. Je pense qu'il va être difficile d'y répondre, mais quand même, je te pose la question. Est-ce qu'on a une idée des personnes qui sont engagées dans ces mouvements numériquement? Ton enquête sur les 50 interviews, on voit qu'elles ont été dispersées peu sur le territoire. Mais est-ce que par ailleurs, les mouvements eux-mêmes quantifient leur nombre de sympathisants, de jeunes engagés, voilà. Est-ce qu'on sait finalement, est-ce qu'on sait quantifier ça? C'est très compliqué, tu le sais très bien, de mesurer, de quantifier tout ce qui se rapporte à l'engagement, et encore plus quand on parle de collectifs avec des engagements qu'on peut considérer comme volatiles, qui sont plus informels. Certains, on peut pas les compter, certains ne se comptent pas eux-mêmes dans le secteur associatif, parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des associations, mais plutôt une participation militante à des mouvements. Donc, certains considèrent plutôt qu'on n'est pas dans de l'association, mais plutôt dans du politique. Donc, on a des difficultés à le mesurer.
on a pu le mesurer un peu quand il y avait les marches qui étaient organisées en 2019. Ouais. Et donc, forcément, on a pu voir quand même le retentissement très important qu'il y a pu y avoir dans la jeunesse parmi ces activistes qui s'engageaient chaque vendredi ou dans des grandes marches qui étaient organisées. Donc, on n'a pas de chiffres officiels. On voit le retentissement que ça peut avoir au niveau médiatique, bien sûr. On voit, il y a le baromètre jeunesse, bien sûr, de l'INJEP avec le CREDOC, qui permet de voir que si on prend le secteur associatif, on a 18% de jeunes de 18-30 ans qui déclarent avoir passé du temps comme bénévoles dans une association environnementale. Donc là, on a des chiffres comme ça qu'on peut mesurer. On voit qu'il y en a 18% aussi de jeunes, c'est le même chiffre d'ailleurs, qui déclarent avoir participé à une action de désobéissance civile. C'est un chiffre considérable. Donc, l'action de désobéissance civile, ce ne sont pas que sur les thématiques liées au climat, même si dedans, je pense qu'on en a beaucoup, mais on ne peut pas le savoir, mais on en a sans doute énormément, c'est une hypothèse. Voilà, c'est très compliqué, encore une fois, de pouvoir mesurer l'ampleur. Ce qu'on peut voir, c'est le niveau d'inquiétude. Et là aussi, le baromètre INJEP permet de mesurer cette sensibilité environnementale, ces inquiétudes qu'on a par rapport à la question du climat. Et on voit que la classe d'âge des jeunes sont beaucoup plus préoccupés par ces questions-là que les autres classes d'âge, et que surtout on va vers des niveaux qui à chaque fois, à chaque échéance, qui augmentent. Donc on a ces chiffres-là, mais on ne peut pas aller au-delà, malheureusement. Parfait. Ça laisse plein de perspectives pour la suite, plein de travaux encore pour tirer le fil de cette question d'engagement, et en l'espèce l'engagement en faveur du climat. Merci encore Laurent pour ta présentation ce matin. Merci à vous dans la salle, et merci à celles et tous ceux qui nous suivent à distance. Vous avez été très nombreux une nouvelle fois à montrer votre intérêt, et merci à ceux qui ont posé des questions, votre intérêt pour ce sujet et pour nos travaux. Et bien, ma foi, on vous donne rendez-vous le mois prochain, comme Isabelle Fievé nous l'a annoncé tout à l'heure, pour un prochain numéro des rendez-vous d'ADOC, justement sur les questions d'engagement, de bénévolat, mais sur une autre dimension sectorielle. À bientôt.